great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans la bande des comics numéro 75. Nous sommes le samedi 6 décembre et vous êtes sur Radioactive. Au programme de cette émission, une spéciale Noël où nous allons tenter de vous orienter sur 2-3 pistes pour faire des cadeaux dans le thème du 9e art. Oui, au cas où il y aura une fête qui approche. Exactement. Ah bon? Oui. Vous l'avez entendu pour m'accompagner, le frère Noël. C'est même plus le père. Brother Noël. Brother Noël. Je vous invite à voir toujours les vidéos Le daron Noël. sur YouTube de nos émissions. Ça vaut le coup. Donc Rémi, vas-tu bien? Bonjour les enfants. Oui, ça va bien. Je te confierai pas, les gosses. Pas comme ça en tout cas. Il est resté depuis la dernière fois, on l'a enfermé dans le studio. Il est avec nous, Loïc. Tout va bien? J'ai eu le temps de dire beaucoup de choses dans ce petit studio enfermé. Ouais, tout va toujours bien. On essaye de faire des coins cosy. C'est bien ça. Ouais, parce que on a enlevé la paille depuis la dernière fois. Ça grattait. Exactement. N'importe quoi. Et le dernier, le plus sage, le plus sérieux, le plus du sapin. Le plus moustachu. Il a gardé la moustache mais c'est pas la même personne. La dernière fois on avait Woody là. C'est Woody. C'est pas les mêmes, on les change. Ouais, c'est Andy qu'on a. C'est ça. En fait, c'est une fratrie. T'as pas l'impression, mais ils sont 6. Ok. Voilà, chacun a son rôle. N'importe quoi. Vas-tu bien, Jay? Je vais bien, merci. Au milieu de toutes ces Bonjour bêtises. à toutes et tous. Voilà. Écoutez, on va partir tout de suite sur un petit jingle. On va passer par les chroniques et ensuite le dossier de nos idées cadeaux pour Noël qu'on développera en 2 parties. On finira par Frère Brother, et le quiz Santa de Noël. Brother, Ouais. voilà, À la place. qui nous fera le quiz de Noël. Allez, un petit jingle et on attaque les chroniques. Avengers, assemble! Jay, Oui, c'est toi qui commence. c'est moi qui commence. Prévenu. Il était surpris. Non, ça me va. Ça nous va aussi. Moi, je vais vous parler de Silent Oh, Jenny. à quelle couverture il a pris? C'est celle-là, c'est la couverture Cultura, celle-ci. Ah, on me l'a offert. On me l'a offert, voilà. Il y a eu 5 couvertures qui ont été faites, on en avait parlé la dernière fois, pour les différentes enseignes, on va dire. Voilà, il y en a une Canal BD, Fnac, etc. Donc, c'est sorti le 15 octobre, 309 pages, 31,90 €. Et c'est donc un beau pavé. C'est le plus gros que Mathieu Babelet a sorti de sa vie d'auteur complet. Du coup, au label 619. Chez Rue de Sèvres, et ça va donc clôturer la trilogie SF qu'il avait commencé avec Shangri-La et Carbone et Silicium. Même si les 3 histoires sont totalement indépendantes, il explore à chaque fois 3 directions différentes sur ces 3 bouquins. Et ça faisait 5 ans qu'on attendait ça quand même, parce que Carbone et Silicium, c'était donc il y a 5 ans. Déjà, ça passe. Hein. Et donc on va être dans un monde post-apo complètement dévasté, dans lequel l'humanité va vivre dans des monades qui sont des espèces de villes roulantes, dans lequel se déplacent donc les humains, et on va avoir un des personnages à l'intérieur d'une de ces monades, s'appelle Jenny, qui va utiliser une technologie pour se miniaturiser, un petit peu comme Ant-Man. C'était d'ailleurs l'idée de base de Mathieu Babelet, c'était de faire une histoire avec un personnage qui peut se miniaturiser pour vivre dans un monde complètement immense par rapport à lui. Et elle va chercher, notamment, elle se miniaturise pour chercher de l'ADN d'abeilles, de telle façon à relancer la pollinisation sur Terre. Voilà, donc le pitch est assez simple au départ, et donc on va avoir une histoire qui va être assez contemplative, finalement. Elle va être moins portée sur l'action que l'ont pu être, du coup, Carbone et Silicium et surtout Shangri-La. Moi, j'ai été un tout petit peu moins embarqué à la première lecture que Shangri-La.
Notamment voilà parce que le scénario est donc assez linéaire. Par contre le point fort clairement c'est le monde qu'il a créé à l'intérieur de cette BD, le lore comme disent les jeunes aujourd'hui, avec un lore absolument incroyable, avec des personnages, avec des traditions, des nouvelles traditions du coup qui ont été créées, notamment par rapport à voilà comment on enterre les morts, comment chaque étape de la vie va se passer. Il va donc étudier tout un tas de thématiques comme d'habitude. On va avoir notamment la thématique du deuil parce que Mathieu Bablet a perdu son père au moment de la création de ce bouquin, donc il va vraiment creuser cette thématique-là, notamment la dépression aussi, l'abnégation, c'est tout un tas de thématiques qu'on va retrouver dedans, et c'est visuellement sublime, voilà, comme d'habitude, et même je trouve, moi personnellement, que c'est un des travaux les plus aboutis de Bablet d'un point de vue visuel. Il s'est mis au numérique pendant l'écriture de cette BD, les 100 premières pages sont traditionnelles, et à partir de la 100e page, il a commencé à travailler avec du numérique. Ça, on l'apprend dans une série de podcasts qui a été lancée par First Print. En fait, il y a 3 podcasts qui s'appellent Inside Silent Jenny, et dans lequel en fait on va reprendre l'écriture à 3 étapes de l'écriture, donc pendant ces 5 ans. Et c'est passionnant. Voilà, je vous invite vraiment à aller l'écouter parce que Mathieu Bablet est passionnant quand il parle de cette œuvre-là. Il y a une BO qui a été sortie donc par Toxic Avenger, comme il avait fait sur Carbone et Silicium, et qui s'appelle Inframonde, 11 titres, et pour le coup, le premier titre notamment est une bombe, il s'appelle Microïdes. C'est donc les personnages quand ils rétrécissent et qui vont dans l'inframonde. Il s'appelle les Microïdes. Et ce premier morceau, je le trouve incroyable avec une espèce de batterie super lente. Enfin, c'est vraiment très très immersif, et comme d'habitude ça fonctionne très bien en lisant Silent Jenny, d'écouter la BO qui va avec, c'est fait pour. Donc voilà, moi j'ai très envie de le relire, et c'est déjà en général un très bon signe. Voilà, je lui mets un bon 4 sur 5. Ok. Donc il a créé, parce que là ça ne se passe pas que dans cet inframonde, il y a aussi ce monde... Il y a le monde réel, et ensuite on va la voir explorer l'inframonde, et effectivement ils vont réduire leur taille à chaque fois. Alors ils utilisent des systèmes avec les puissances 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 8, etc. Et on comprend qu'ils descendent de plus en plus bas, que Jenny descend de plus en plus bas dans l'inframonde pour découvrir le microscopique. Là, alors pourquoi Silent ? Est-ce que tu peux le dévoiler ou non ? Oui, bien sûr, c'est parce qu'elle est assez taiseuse, Jenny, tout simplement, et elle tait notamment ses émotions pour le coup, et elle est clairement dans une forme de dépression, et elle va chercher un sens à sa vie à travers le fait de devenir une microïde et chercher cet ADN d'abeille. Mais on va se rendre compte que finalement, est-ce que c'est vraiment un but en soi ? Voilà. C'est une fuite comme une autre, d'accord. Exactement. Ok, mais ça me fait penser, tu parles des villes qui se déplacent, à Mortal Engine. Oui, complètement. Non, j'aurais dit Mad Max, mais... le Mortal Engine, c'est vraiment D'ailleurs, t'as Londres qui se déplace entièrement sur des roues comme ça. Ouais, voilà, c'est les vaisseaux sur Terre. Ok, très bien. Loïc, tu t'y colles. Allez, c'est à moi. Allez, à toi. Et du coup, on a fait une dernière qui était sur la thématique du Far West. Et on a parlé d'Hickman, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en reparler un peu plus en détail. Pour ceux qui connaissent pas Hickman, c'est le mec qui est derrière Manhattan Project, qui a fait Pax Romana, qui a fait cette belle série du Shield aussi que j'avais beaucoup aimé, où il se réapproprie un peu l'histoire de l'humanité. Sur cet épisode-là, en fait, il a travaillé. Je me suis fait avoir la dernière fois au dernier quiz, mais effectivement, c'est Nick Dracota qui est au dessin. Et pour moi, c'est un peu un chef-d'œuvre de ce côté-là, parce que pour resituer un peu le contexte, on est dans les États-Unis un peu éclatés. En fait, on a différentes factions. On a la nation amérindienne qui est un peu un côté mystique, qui se transforme en loup. Enfin voilà, ils ont des choses un peu comme ça. On a la République afro-américaine où il y a un leader qui va imposer une justice sociale. On a la Chine qui a une volonté d'ambition, d'expansion de contrôle. Et évidemment, que seraient les États-Unis sans cette double confédération et l'Union qui luttent chacun pour des idéaux un peu différents, qui sont un peu ancestrales. Alors, ça reprend du postulat... cette BD part du postulat qu'en 1892, il y a une sorte de bombe qui explose, qui fige un peu la guerre à ce moment-là. Et au milieu de tout ça, en fait, au milieu de ces factions, il y a un truc, c'est les cavaliers de l'Apocalypse, en fait. Donc il y en a 4, au nombre de 4. Et notamment un peu spécial, où la mort, comme d'habitude, avec toujours elle qui fout la merde. Toujours elle qui fout la merde, avec son costume. Ça aurait été pas pareil. C'est ça. Et du coup, lui mort, il a des ambitions un peu à part. Parce qu'il a une relation avec un des personnages, alors j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, mais il a une relation un peu à part avec une des représentants d'une des nations, et qui a donné une solution. Donc lui poursuit des choses un peu personnelles au cours de ce périple-là, qui est super intéressant. Et moi, pourquoi j'aime bien
justement, alors déjà, je suis très fan d'Hickman, mais pourquoi j'aime bien? Parce que c'est une dystopie, c'est une uchronie, enfin, on peut le cataloguer dans plein de catégories différentes, mais je trouve que c'est une relecture des questionnements fondamentaux que sont les États-Unis, en fait. Qu'est-ce que la poursuite, qu'est-ce que le racisme, tous ces problèmes de discrimination, tout ça, c'est un peu caché. Et je trouve que Hickman a ce talent-là de suggérer ces problématiques-là, comme dans une nation qui est gangrénée par ça. Et il suggère ça un peu derrière, mais de manière vraiment très subtile. On s'interroge. Enfin voilà, on en parlait la dernière fois de la nation amérindienne, qui est quand même une nation qui a été largement massacrée par ce pays-là. Et que, du coup, quand on sort de ce bouquin-là, on se dit, attends, c'est quoi l'histoire des États-Unis? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça aurait pu être? Donc voilà, moi je vous invite à aller lire ou relire cette magnifique BD qu'on a parlé la dernière fois. Ça peut être une idée de cadeau de Noël aussi. Ils ont sorti les intégrales. Les intégrales chez Urban en grand format, il y en a 3, qui sont de très très belles factures, donc ça ferait un joli cadeau. Donc voilà, allez lire Hickman, c'est un chouette mec, c'est intelligent, c'est fort. Bref, si on voulait faire un clin d'œil américain, c'est un must read, absolument. Vélas. Mais comme l'avait dit Rémi, c'est vrai que c'est quelque chose de... Il faut pouvoir se poser. Conséquent. Moi, j'ai lu les 3 d'affilée. Ah oui, les 3 intégrales, j'ai fini. Parce que c'est vrai que t'es happé dedans, donc t'as envie de le lire. Mais il faut. Tu peux pas lire quelque chose à côté de ça, parce que tu perds vite les personnages, les intérêts, les sous-histoires qu'il y a dessous. Et voilà, mais toute la symbolique de remettre les problèmes américains actuels sur le devant de la scène via un monde qui a déjà subi la guerre et qui s'y prépare continuellement, au final, c'est ça. Et t'as ces personnages balancés dans parce qu'il y a une prophétie qui n'est pas précisé, mais la prophétie avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont censés justement réaliser cette prophétie au fond, et du coup, comme la mort change de chemin, d'un coup, qu'est-ce qui va se passer en fait C'est ça. Une fois qu'on a fait dérailler le train, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui étaient à bord? C'est un peu. J'aime bien. C'est bien. J'aime bien. Non, mais Hickman, après, c'est particulier. Hickman, il faut effectivement lire ça d'un bloc, enfin, pas d'un bloc, mais il faut resituer à chaque fois parce que c'est très complexe, c'est très narratif. Voilà. C'est architecte, tout en restant fluide. Après, malgré tout, ça reste fluide en lecture. Moi, je te dis, j'ai essayé 2 fois. J'avais les tomes séparés, je les ai revendus. J'ai emprunté la première intégrale. Je suis arrivé péniblement au bout, mais je pense que je l'ai pas lu dans des bonnes conditions. Je pense que c'est la grosse BD qu'il faut lire à 14h, tu vois, quand t'es bien réveillé. Si tu lis le soir, si tu lis le soir, laisse tomber quoi. Tu lis 2 pages. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre un temps de lecture pour cette œuvre-là qui est extrêmement fournie et dense au niveau de l'intrigue et des personnages. Ouais. Très bien. À mon tour, écoutez. Moi, j'avais envie de vous parler de Alien What If. Alors, c'est improbable quand tu vois le terme, parce que donc on est Alien tiré des films, et What If, vous savez, c'est cette réinvention qui se fait constamment. Beaucoup, on a vu sur les Marvel, qui ont d'ailleurs sorti les séries animées qui sont globalement très bien. Et donc dans cet épisode-là, sorti chez Panini Comics, on part à la fin du 2e film, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est là où Ripley est avec les commandos sur une colonie et les xénomorphes, et c'est là où on voit une première reine d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et dans cette histoire, il y a un enfoiré qui est Burke, qui est payé qui est censé être le scientifique, mais en fait, il veut ramener sur Terre un œuf, etc. Et dans le film, il meurt, il se fait bouffer par... Qui ne meurt pas dans le film Ripley et quelques autres. Voilà. Et là, le postulat de base, c'est « Et s'il avait survécu ?» D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il survit. Et à partir de là, se crée une histoire parallèle. Donc on voit le tout début les premiers chapitres sont sur comment il finit par s'échapper.
au final, ce qui est très bien, c'est qu'on voit le personnage qui est dans le... soit dans le fond d'une image qu'on a vue dans le film, soit l'image du film. Par exemple, tu vois Ripley se battre avec son exosquelette, et lui est derrière une porte. Donc tu vois, ça recoupe tout ça. Et après, il se retrouve sur le vaisseau, et pendant que tous les autres sont en cryogénisation, eh ben, il les vire sur une autre planète. Et il veut rentrer sur Terre en héros pour son entreprise. Sauf que ça se passe pas comme il l'a prévu. Et on se rend compte, un bond de 35 ans se passe, et qu'il a été trahi, qu'on lui a tout mis sur le dos, la destruction de ce qui se passe dans le film, le 2, et donc il devient clairement le mec le plus haï de l'univers, parce qu'il a largué des xénomorphes sur le truc, plutôt que Weyland Yutani, la grosse entreprise, voilà. C'est très intéressant, parce qu'on voit le mec, ça fait 35 ans, tu peux te dire, il est abandonné sur un astéroïde au fin fond du truc minier, sa fille ne veut plus lui parler, il fait tout. Alors, c'est marrant parce que c'est un personnage, tu vois que c'est le papa poule, quoi. Il arrive sur sa fille qui a presque 40 ans, il l'appelle mon lapin, systématiquement. Oh, c'est mignon. Elle est dans un gros exosquelette en train de descendre dans la mine, et elle l'appelle mon lapin. Mon lapin. Donc, Mon chat. Voilà, il est en conflit perpétuel, et arrive, malgré tout, et tu vois que depuis 35 ans, il a essayé de se rattraper. Et pour vous la faire courte, arrive un œuf de xénomorphe sur l'astéroïde, et il veut l'utiliser pour pouvoir montrer qu'il n'était pas qu'il était, etc. Donc je vous passe, je veux pas vous spoiler, mais ça reste très bien écrit. En fait, c'est très court, c'est une centaine de pages, ça reste très bien écrit, parce que souvent avec les what if, vous savez comme moi que c'est très disparate en termes de niveau. Soit on va dans la facilité, soit on... Dans le débile profond. Voilà. Là, on sent que les auteurs aiment leur personnage, aiment moi, je l'appelle, c'est vraiment le lucky loser, tu vois. D'accord, ouais, ok. Voilà, le mec, il se fait attraper à chaque fois, il a des xénomorphes au cul systématiquement, mais il s'en sort, par chance, par aide de quelqu'un d'autre, et en même temps, il est totalement détesté, il est cynique, il y a un humour dedans, donc ce qui est très particulier par rapport à Alien. Ouais. Par rapport à Alien, on garde malgré tout cette impression de chasse et d'être pourchassé au fur et à mesure, et d'emballement total. C'est quelque chose de très drôle. On voit la relation père-fille qui essaye de se démerder là-dedans. Le père qui, au fur et à mesure, montre qu'il a fait des secrets depuis 35 ans à sa fille, et que... Voilà, on le sent dessus, quoi. Ouais, on le sent qui est dans un marasme difficile, et qui essaye de s'en sortir malgré tout, mais ça reste un bras cassé, il est détesté de tout le monde, et voilà. Donc c'est très drôle, tout en ayant un intérêt dans l'histoire. Voilà, l'histoire se tient. Et donc je le recommande, c'est un bon petit moment Alien What If, voilà, pour donner quelque chose de différent de tous les aliens qu'on a pu regarder comme film. Okay. Vous en avez déjà lu, vous, Jamais. Alien, ou jamais? Ouais, si. Des comics, si, moi, je trouve intéressant. En plus, on est en plein. La série vient de se finir sur Disney, c'est ça, hein, ouais. Disney, ouais, c'est revenu sur Disney. Ouais. Donc là, d'un coup, ça faisait partie quand même comment dire, d'une sorte de franchise non exploitée, quoi, là, qui, on a l'impression que ça revient sur le devant de la scène. Mal exploité, ouais. Non, mais voilà, on a eu les films, on va pas refaire l'histoire d'Alien, mais puis non, là, ça donne envie, parce que c'est vrai que les what if, c'est très vite du grand n'importe quoi ou un délire. C'est rare qu'on ait des what if, une volonté d'écriture, particulière, comme tu dis, quoi. D'ailleurs, ils ont fait un Alien versus... c'est quoi? Non, c'est Predator versus Black Panther et Alien versus Batman, je crois. Ouais. Alien Avengers, ça a été écrit effectivement par... C'est qui? C'est pas Hickman, d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas Hickman ou... ouais, je crois bien qu'Hickman a bossé. Ou Jason Aaron, je sais plus. Je crois que c'est Jason Aaron. Peut-être Jason Aaron. Ouais.
Moi j'avais lu le Green Lantern versus Alien des années 90, forcément, par Ron Martz, et qui s'intègre dans l'histoire en plus, dans la continuité de Green Lantern, quoi, avec Kyle Rayner qui est mon lanterne préféré. Et pour le coup, ça marche très très bien, avec un final par contre qui fait beaucoup penser à Aliens, donc le 2. Mais franchement, c'est plutôt plaisant. C'est un truc qui m'a traumatisé gamin, le film, mais le relire en BD, ça va, ça passe crème. Ça va. Allez, on finit avec Brother Santa. Alors, la dernière fois, Jay nous la faisait à l'envers. Johan Cavege nous prend en sandwich avec sa nouvelle BD parue en début d'année, Fantasy. Rien à voir avec Maria Carré. Après l'excellent Moundir, rien à voir avec Koh-Lanta, la BD avait obtenu le prix de la BD SF en 2022. C'était tellement mérité. Si vous êtes attentif, vous remarquerez qu'il y a 2 couvertures à cet album. Sur la première, c'est ici, on voit une guerrière se tenir debout dans la paume d'une main géante et sur l'autre, une géante regarder une humaine qui se tient dans sa main. Et s'il y a donc 2 couvertures, eh bien, c'est que l'histoire se lit dans les 2 sens. Dans le sens BD classique, on suit l'histoire d'Alma, une jeune guerrière qui est partie affronter les dieux pour rendre à son royaume sa grandeur passée. Ah, la bonne époque où on allait massacrer des gens qui n'ont rien demandé, juste pour faire plaisir à l'opinion publique. Ça me rappelle quelque chose. C'est vieux, ça. Ouais. Et de l'autre côté, on suit Yursenar, rien à voir avec Marguerite, une géante vue comme une déesse par les humains à qui on prédit qu'elle va tomber amoureuse d'une humaine. Alma est l'héritière d'un royaume en perdition qui essaye tant bien que mal de garder intacte sa gloire passée à contre-cœur. Et pour respecter des traditions moyenâgeuses, elle va aller combattre les dieux. Elle va traverser des territoires reculés où les gens vivent dans la misère, sans eau courante, dans des maisons faites en terre, tout est très sale, et elle est enfin à Soliès-Toucas. Yursenar, je vais me faire des copains, je sens. T'aurais pu dire la Creuse, on aurait été moins emmerdés. Non, il faut toujours taper local, toujours, c'est très important. Yursenar, une géante millénaire, voit apparaître et évoluer les humains. Ils vont apprendre à se sédentariser, à fabriquer des outils, à se structurer. Et puis, ils inventent TikTok. Et là, elle hésite à les exterminer d'un coup de talon, tu vois, et je la comprends tellement. Bien que les 2 histoires courent sur 2 temporalités différentes, les héroïnes et les histoires vont se rejoindre en milieu de l'album pour une conclusion inattendue. Comme dans Moundir, Johan Cavege s'est ménagé le suspense tout au long des 270 pages de Fantasy. Le trait épais du dessinateur, ses couleurs maîtrisées, mais aussi ses superbes pleines pages font mouche. Une BD et un auteur qui prouve que la BD sait encore surprendre le lecteur. Attends, il faut que je reprenne la BD là, c'est là. Je l'ai marqué. Fantasy donc de Johan Cavege chez Bubble Edition, une vraie réussite qui m'a totalement convaincu. Eh ben dis donc, voilà. T'as aimé, dis-moi. Oui, non, c'est vraiment très original, le fait qu'il y ait donc ces 2 couvertures, ces 2 sens de lecture. Donc du coup, la fin du bouquin est au milieu. La fin est au milieu. Voilà. D'accord. Voilà, et donc tu as un sens de lecture BD traditionnel et un autre dans le sens manga. Et donc il y a ces 2 histoires qui vont par moments se rejoindre, par moments s'éloigner. Et je trouve ça vraiment d'une intelligence extraordinaire. C'est très très bien. Et si voilà, sur Moundir je l'avais découvert ce dessinateur, auteur donc, là sur Fantasy il confirme que pour moi il arrive à proposer des choses originales de qualité. C'est vraiment une excellente découverte. D'accord. Jay, tu connaissais ? Ouais, bien sûr. J'ai lu le début en fait pour le coup sur la version presse, on va dire, et donc avec ils ont fait pareil avec les premiers chapitres et donc qui se rejoignent au milieu. Et pour le coup, moi j'ai plutôt bien aimé et je suis surtout content. Alors au moment où on enregistre, c'est pas encore passé, mais il est présent à la fête du livre du Var, l'auteur. Donc je pense aller le rencontrer et récupérer Moundir, qui n'a rien à voir avec les aventuriers de Koh-Lanta. On est bien d'accord. Moundir. Ok, voilà. Je sais plus quoi faire. Elle a pas lieu à Soliès-Toucas à la fête du livre, on est d'accord ? Non, elle a pas c'est pour ça qu'on peut y aller. Bon, elle aura eu lieu au moment de cette émission de la diffusion. Ah, il y a une sacrée force dans les couleurs. Mais ouais, c'est vraiment excellent. Enfin, je trouve pas de défaut à cette BD. C'est original. Alors bon, oui, c'est 30 €, mais c'est 270 pages. Mais du coup, le concept est là et bon, l'émission sera pas encore passée, mais je sais que je vais aller le voir à la fête du livre à Toulon pour aller me faire dédicacer cette BD parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Encore plus avec le côté original, du coup, de ces 2 histoires qui se rejoignent. C'est vraiment très très bien fait.
D'accord. Il nous reste un peu de temps. Bah non, j'ai pas vu le quick. Non. Bon, bah écoutez, très bonne chronique comme d'habitude. Vous avez eu un beau panel. Hein. Là, il y a de tout. Il y a de quoi faire. Ouais, là, il y a de tout. Man, you come right out of a comic book. Bah ça va, tu t'en es bien sorti. Ouais, c'est bien. C'est pas trop mal. Vous êtes de retour dans la bande des comics pour notre émission spéciale Noël. Nous allons passer au dossier de nos idées cadeaux pour Noël. Alors Rémi, tu nous fais un petit point déjà sur ce qui se fait. Alors je sais pas si je vais vous rappeler Noël depuis quand ça date, mais ça fait un petit moment. Qu'est-ce que Noël, Oui, on aimerait bien. Il y a très longtemps, il y a à peu près 2025 ans du coup. Mais du coup, alors à Noël, il faut savoir que dans la vie de la librairie, 6 septembre est plutôt cool. Décembre a déjà vu arriver les grosses cylindrées de Noël. On va dire qu'en décembre sortent assez peu de choses parce qu'il faut que les BD soient installés dans les librairies. Il faut que les libraires en aient parlé. Il faut que des fois il y ait un petit peu de presse. Donc décembre est un mois assez calme en sortie. C'est pas là où ça va sortir vraiment les gros titres. On va dire que c'est plutôt octobre-novembre. Pour que le livre ait le temps la BD ait le temps de vivre, que ça soit installé, que la presse fasse des fois aussi son rôle. Et depuis, j'ai l'impression, depuis la reprise d'Astérix par Fab Caro, mais peut-être même un petit peu avant, octobre-novembre voit arriver les grosses cylindrées des reprises franco-belges. Donc on peut citer Astérix, on a pu citer Gaston Lagaffe, Blake et Mortimer, et typiquement donc ces titres-là sortent à ce moment parce que principalement ça va être le cadeau typique de Noël. On sait que même si Astérix a passé la barre symbolique des 10 €, ça reste le cadeau produit dérivé que les gens offrent, on ne sait pas quoi t'acheter, tiens, bon, nouveau Astérix. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, Ouais, on a souvent parlé de transgénérationnel, mais là c'est typiquement le cadeau. À l'heure où on enregistre, il y a un nouveau Blake et Mortimer qui va sortir, comme Lucky Luke qui a eu ses reprises par différents auteurs, comme Corto Maltese, ou avec parfois plus ou moins de succès. Hein. Sur Blake et Mortimer, il y a eu des échecs. Sur Lucky Luke, il y en a eu aussi. Mais là, du coup, vite fait, le chiffre d'Astérix, il a déjà atteint le million d'exemplaires. Donc, on va dire que si tu sors en même temps qu'un Astérix, même si c'est pas le même public, c'est pas le même type de lecteur, c'est pas le même cadeau, tu réfléchis pas 150 ans pour acheter un Astérix à 10 €. À l'inverse, une BD à 30-35 €, tu réfléchis un peu plus. Donc voilà, il y a de grandes chances que Astérix se trouve de manière assez récurrente sous le sapin, comme d'autres albums. Il y a 2 ans. 1 an ou 2 ans, il y avait un Gaston Lagaffe qui était sorti en même temps, qui a été juste derrière en termes de vente. Il y a quand même un écart entre les deux, mais ça reste des chiffres de vente qui se tutoient en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, comme a pu l'être La Route, aussi de Larsenet, qui avait été un véritable raz-de-marée. Donc voilà, sur les cadeaux de Noël, on sait qu'on a ces 2 titres-là d'Astérix cette année, de Blake et Mortimer, qui vont être un peu les passages obligés, mais ça n'empêche pas, il y a plein d'autres choses à mettre au pied du sapin. Alors je ne sais pas qui veut commencer pour donner une bonne idée. On va donner des bonnes idées. Et on va rebondir de manière assez rapide donc sur les idées chacun. Mais Loïc, si tu veux commencer, donne-nous-en une première. Moi, voilà, je me suis dit je suis parti de mon postulat à moi. Qu'est-ce que j'ai comme cadeau et qu'est-ce qui me définit en grand fan de Star Wars depuis l'éternel. Je le porte à mon doigt d'ailleurs. Voilà, le premier était un vrai bonbon. Je le mets là bien à l'écran pour ceux qui regardent sur YouTube. Les guerres de Lucas, le tome 2 est sorti donc. Je l'ai pas encore lu parce que j'ai pris tellement un grand plaisir sur le premier que je veux m'accorder cette session-là un peu avec un moment de quiétude, de pas être limité dans le temps, de lire, d'avoir vraiment un moment. On me l'a offert il y a pas longtemps là. Je me suis dit, si vous n'avez pas fait le premier déjà, c'est une erreur. Non, il est incroyable. Il faut le faire. J'ai découvert récemment. Il est génial. Le 2, je l'ai vraiment feuilleté en 2-2 et on est pour moi en plus sur mon épisode préféré parce que le film préféré parce que le côté historique, tout ça. Et là, on découvre comment en fait
on se dit, bah tiens, il a fait le premier, forcément, c'est facile, les doigts dans le nez. En fait, non. Le deuxième a été aussi... Il y a d'autres problématiques hyper qui arrivent. Complexe et tout ça, et ça en traite le sujet. Et c'est vraiment chouette. Déjà que le premier avait été aussi un raz-de-marée, on en avait parlé dans une émission. Enfin, t'en avais parlé dans une émission. Voilà, je trouve que ça, c'est une idée de cadeau. Enfin, je veux dire, mais je toujours un fan de Star Wars dans votre famille. Ça va être un des grands succès, à n'en pas douter, de Noël, qui est déjà, je pense, un grand succès en librairie. Ouais. Je n'ai pas regardé les chiffres, mais je pense que ça marche très bien. Ils sont énormément tournés. Il y a beaucoup de promos, mais le livre est encore meilleur que le premier, et voilà, la qualité est là, donc c'est vraiment un très très beau produit. Moi, c'est vrai que quand on me demande, récemment on m'a demandé, c'est une des premières choses qui m'est venue en tête, parce que l'objet livre en plus est très beau. C'est vraiment un truc que tu mets qualitativement dans une belle bibliothèque, et en plus tu as pris plaisir à apprendre des choses, parce que ce n'est pas juste le plaisir de la lecture, c'est que tu apprends des choses. Et non, c'est une bonne vision. Mais dans le même genre, tu avais proposé souvent, tu nous avais montré pas mal de choses sur des réalisateurs, je me souviens de Tarantino, Scorsese, etc. Ouais. C'est une niche qui commence à s'étoffer, je trouve. Oui, la BD et le cinéma font de plus en plus de petits. Ouais. Et c'est très bien, parce que là, typiquement, alors sur Tarantino et Scorsese, mais aussi sur les guerres de Lucas, en fait, à moins d'être un inconditionnel, mais en fait, on apprend toujours des choses, des anecdotes de tournage ou quoi, et je trouve que ça fait redécouvrir les films. Star Wars, on connaît ça depuis plusieurs années. Les gens qui connaissent pas trop, moi je l'ai offert il y a pas longtemps à un pote qui venait d'avoir 32 ans, coucou Léo. Je lui ai offert en disant voilà, t'es obligé en fan de cinéma, t'es obligé de voir ça. Et il m'a appelé cette semaine en me disant mais en fait merci quoi. Parce qu'il dit j'ai passé un pur moment. Il fait j'ai appris des choses, c'est incroyable. Moi je l'ai passé à mon petit frère le premier. J'ai dit tu verras, c'est super. Il m'a demandé le 2, mais il m'a demandé le 3. Alors désolé, il va falloir attendre un petit peu de temps. Oui, je peux, mais ça sera nettement moins bien. Mais du coup, j'ai pu là aussi me rendre compte de la qualité du produit, quoi. Jay. Ok. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé le premier aussi des guerres de Lucas. Pour rester dans le cinéma, moi je vais proposer une idée cadeau qui change un petit peu de ce qu'on a fait sur les années précédentes, qui est une place de concert. Sachant qu'il y a le concert, le spectacle qui a été monté, qui s'appelle The World of Hans Zimmer, The Immersive Symphony, qui va passer au Zénith de Toulon du coup le 14 mars, mais dans toute la France, il y a 11 dates, donc peu importe où vous écoutez cette émission, vous pourrez trouver chaussures à votre pied. C'est notamment le réalisateur du coup, enfin en tout cas le compositeur qui était derrière les BO de The Dark Knight, de Man of Steel, enfin voilà, de tout un tas de films de qualité, Gladiator, etc. Voilà, il y en a un paquet, et dont certains effectivement en lien avec la BD. Donc voilà, c'est un concert auquel je vous invite à acheter un coup d'œil. Alors après, les places sont pas données, c'est un beau cadeau si vous le faites, parce que ça part à 60 balles et ça finit à 160 balles. Ah oui. Donc voilà. Après, ça dure 3 heures, je crois. C'est des gros spectacles. Un truc, oui, voilà. Ça reste un cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau de Noël, c'est sûr. RD, et toi ? Ouais, moi, dans le truc actuel, on va dire, j'ai vu qu'il allait sortir, ou si elle n'est pas déjà sortie, tu vas peut-être pouvoir me le dire, l'intégrale des Sentinelles. La série qui passe actuellement sur Canal+, auquel moi j'ai bien accroché, et donc ça permet de prolonger. On sait qu'il y a toujours une différence entre l'adaptation et la réalisation. Moi, j'ai toujours entendu, depuis le premier tome, j'ai toujours lu que c'était quelque chose de très qualitatif, que c'est cette uchronie avec des soldats dont on dote de pouvoir, et encore, c'est plus du dopage chimique quand on voit le truc, et de l'expérimentation de savants fou pour gagner la Première Guerre mondiale. Mais ça reste une course aux armements, etc. Et c'est des hommes balancés là-dedans, avec qui avaient des vies de famille, qui s'en sont privés. On voit l'horreur de la Première Guerre mondiale avec les tranchées, tout en donnant un côté un peu plus punchy quand même mais moi je trouve ça toujours bien quand tu as un fond historique, et les auteurs arrivent à broder de cette manière-là. C'est toujours très sympa. Et pour répondre à ta question, ça sortira j'ai pas la date. Ah bah voilà. C'est bien. Entre le temps et temps.
Non, le 4 septembre. Moi, je crois que c'était fin novembre. Pourquoi j'ai... je sais pas, ouais. Moi, je sais que je les ai repris. Enfin, j'ai fait la série, pareil. Et je me suis dit, parce que c'est vrai que c'est pas pareil, je les ai repris en bibliothèque pour les lire. Alors, c'est vrai que sont les 4 tomes. Ouais, ils sont un peu anciens, tout ça dans le dessin, mais je trouve ça chouette. Enfin, parce que le postulat de départ, on pourrait se dire, tiens, c'est un Captain America version française. Revisité. On pourrait se dire ça. Et en fait, quand on évolue dans le propos et dans la série, il y a une vraie fond historique qui est super intéressant, voilà, sur comment on a sacrifié des gens. Enfin, il y a un vrai truc qui est profond, qui est super intéressant. Donc ouais, ça peut être une idée de cadeau super intéressante. Ouais. Merci. Merci mais pour le coup, ça va aller. Est-ce que j'ai le temps pour mon cadeau ou non On va faire la pause parce que là, en fait, on va faire la deuxième séquence, va faire à peu près 4 minutes. Voilà. D'accord. Donc ça sera ton idée cadeau. Voilà, tu peux prendre direct de celle de Rémi. On doit faire des pauses. On doit faire des pauses musicales. C'est voilà, la radio nous le demande, donc on s'y. On fait ça. Man, you come right out of a comic book. C'est très mignon cette petite beau, ça, musique. Ouais, c'était très bien. Vous êtes de retour dans la bande des comics, émission spéciale Noël. Nous allons passer à une deuxième partie très très courte. Donc, ça va le faire. On va grappiller sur la fin. Mais on va très aller très vite. courte, donc on va la laisser à Rémi. On va aller vite. Ouais, moi, mon idée cadeau, c'est pour tous les fans de Superman. C'est l'encyclopédie ultime qui va sortir début décembre, qui sera à peine sortie à l'heure de la diffusion de cette émission. C'est un coffret de plus de 500 pages avec des illustrations inédites, des mini-bandes dessinées, des facsimilés, sont des reproductions de planches, des illustrations. C'est un fourreau rigide avec le titre et le logo découpés. Il y a même un médaillon incrusté dans le dos de la couverture. C'est un petit prix, c'est 200 €. Ah ouais. Mais du coup, voilà, Superman, l'encyclopédie ultime, ce sera sorti chez Hachette. Bizarrement pas chez Urban, mais on sait que des fois, selon les droits d'exploitation pour les personnages, ça va un petit peu d'un côté ou un petit peu de l'autre. Mais voilà, ça peut être une belle idée de cadeau. Alors bon, après, ça fait peut-être 5 fois qu'on a droit à l'encyclopédie ultime. Oui. Alors du coup, on sait plus qu'il y avait plus d'ultime sur la précédente. Mais voilà, c'est à l'ère à l'époque de Noël, et pour les fanboys de Superman, ça peut être une bonne idée. En complément de ça, il y a le coffret Superman qui va sortir avec dedans trois gros tomes, le All-Star Superman, le Superman Up in the Sky et Superman for All Season. Donc c'est un pavé de 3 bons kilos. Voilà, là on est sur 85 €. C'est mais voilà, ça fait 3 belles. Le coffret est beau, ça fait un beau cadeau pour les fans. Je pense que ça fait un joli cadeau, de Superman, pour et ça permet de. En plus, celui-là se recoupe bien avec le travail que met en place Gunn. Donc ça permet de coller à quelque chose de plus actuel. Vu qu'on est court, je vous propose. On a encore. J'ai fait les vases communicants avec la fin, donc c'est bon. On a un peu de temps. Tu es en osmose. Oui. Alors, donne-nous, toi, Jay. On va rester sur Superman parce que. Quelle bonne idée. Voilà, vu qu'on y était. Urban donc a lancé il y a quelques temps de ça une collection qui s'appelle DC Paperback, donc avec des éditions souples qui permettent de faire des fortes paginations à bas coût et de telle façon à pas. En Azerbaïdjan. Exactement, et à ressortir des vieux comics. Et il y a notamment quelque chose qui est annoncé du coup là pour le 5 décembre, qui est donc New Justice, qui va sortir en paperback, qui était introuvable désormais en librairie, et surtout les tarifs commencent à exploser réellement sur Vinted, toutes les plateformes de revente, et donc ça reprend notamment cette série. Ça c'est le tome 4 de la série, et notamment avec un arc sur Superman que je trouve absolument génial. C'est de Scott Snyder, on n'en parle jamais parce que tout le temps Snyder on va nous parler de Metal et de son Batman, mais pour le coup moi New Justice j'ai vraiment énormément apprécié. C'est en 4 tomes, là ça va être en 2 espèces d'intégrales, donc paperback, et donc la première qui sort 432 pages, effectivement on est à 32 €. On a également Green Lantern, donc le run de Geoff Jones qui continue à être édité, et on va voir le tome 2 qui sort le 12 décembre, Origine secrète, la guerre de Sinestro qui était sortie le 10 octobre, donc des gros pavés comme celui-ci. Et donc là, on va explorer du coup l'univers intersidéral avec les porteurs d'anneaux. Et pour le coup, voilà, si vous voulez offrir du super-héros, c'est une bonne occasion de commencer finalement par ces tomes-là. Ouais, c'est d'ici qui semble sortir les choses les plus intéressantes ce Noël.
Alors moi j'allais dire mon Superman à moi, il a écrit Paperback Writer. C'est transition. C'est musical, c'est une BD sur Paul McCartney qui est pour moi encore on sait où t'as trouvé le prénom de ton fils. Exactement. En fait. Alors c'est exactement ça. Il s'appelle Paul et ma fille s'appelle Joanne parce que John Lennon. Et si j'avais eu un troisième enfant, il se serait appelé Yuri parce que Yuri pour info. Non, oui, mais en fait en Ringo. russe, parce que j'ai des origines par là-bas. En russe, ça veut dire Georges. D'accord. Ah ok. Donc, mais je n'aurai pas de troisième enfant, donc ce sera Faut le jamais chien. dire jamais. Le chien s'appellera Yuri ou Ringo. Voilà. Sur une soirée arrosée, tu sais, ça peut t'arriver. C'est très chouette. C'est voilà, Paul McCartney, c'est quand même l'histoire de comment il a après les Beatles, comment il a fait les Wings, enfin comment il a fait plein de choses magnifiques. Et c'est super joli. C'est une belle idée cadeau. Voilà, pour ceux qui aiment aussi la musique, on apprend un peu plus. On n'est pas sur la guerre des Lucas, les guerres des Lucas qui est sur ça, mais on apprend quand même un peu plus sur sa vie. Non, mais en fait, on y revient. Ces espèces de bandes dessinées qui apprennent des choses un peu documentaires. Donc, ça rejoint, mine de rien, les guerres de Lucas. Je trouve ça bien, c'est dans ce mouvement-là, c'est super. Voilà. Oui, c'est moins pesant qu'une biographie qui peut des fois virer à la géographie. Je vous laisserai regarder dans le dictionnaire. On est littéraire ce soir. Exactement. Bien, à Noël, on va partir un petit peu sur les coffrets. Et il y a un très beau coffret chez Glénat, du coup des Universal Monsters, Dracula et Frankenstein de Georges Bess, dans un très beau coffret blanc. Alors 115 €, ça va être un petit peu cher, c'est sûr, mais les éditions, pour les avoir vues, elles sont de qualité. Elles étaient déjà parues en librairie. Et là, ça sort en coffret. Alors des fois, tu comprends pas pourquoi les deux BD sont à 40 € pièce et on te sort le coffret à 115. Moi, c'est un truc qui me dépasse, mais comme il y a le prix du coffret, c'est plus cher. Mais mine de rien, voilà, ça fera un très beau cadeau pour des lectures intemporelles, je trouve. Voilà, c'est pour qui aime le cinéma, le fantastique ou la littérature, parce que ce sont deux personnages qui ont existé en littérature, ça peut être une bonne idée. Ça peut être un point d'accès à la littérature classique pour plusieurs, pour des jeunes, pour et à noter même aussi, des adultes qui ne lisent pas. Je déborde un petit peu, mais sur la littérature, c'est Monsieur Toussaint Louverture qui a sorti un Frankenstein roman. Du coup, mais d'une très très belle édition. Là aussi, ça en a 40 ou 50 €. Mais c'est vraiment une finesse d'édition qui est incroyable. Alors, à chaque fois que les classiques sont réédités, ça prend 10 € en plus. Mais voilà, à l'approche de Noël, il y a un Dracula. Je ne sais pas si c'est chez les mêmes éditeurs, mais le Frankenstein est vraiment très très joli. Ouais, il y a tout. Frankenstein, oui, avec le dernier film qui vient de sortir. Del Toro. Ouais, Del Toro, ça peut amener. Pour rester en coffret, et là on part dans les grands classiques, j'ai vu qu'une intégrale Gottlieb était sortie. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc Gottlieb, c'est beaucoup de fluide, c'est la coccinelle, voilà. Isaac Newton. Exactement. Le professeur Burr. Les Ralovli, c'est lui aussi. C'est ça, Pervers Pépère. Pervers Pépère. Donc voilà, on est sur quelque chose qui va pas parler aux jeunes, forcément. C'est déjà, même pour notre génération, c'était un peu plus vieux. Mais il y a un humour intemporel dans Gottlieb, et c'est une irrévérencieux. Ouais, mais j'arrivais pas. C'est l'irrévérence, peut-être. C'était ça. Parce que Fluide a fêté ses 50 ans. Donc, peut-être pour ça qu'il y a des rééditions sympas qui ressortent. Ouais. Donc, le Gottlieb, pour les grands classiques, et pour rester dans les grands classiques, qu'on parle peu de manga, je ne saurais que vous conseiller d'avoir au moins le Akira dans votre bibliothèque, ou plus réduit mais disponible, les Gums. Voilà, qui sont des références. Et alors, je me permets de rebondir sur le manga. Il y a un coffret Gutanabe, du coup, de Lovecraft, qui est sorti, je crois, chez Kiyun, qui contient donc les 3 de Dunwich, je crois. Je crois que c'est une triplette. Donc voilà, c'est à 54 €. Mais c'est vrai que les coffrets BD sont toujours une bonne idée à Noël. Ça présente bien. On a peu de chances de se tromper, pour peu que le destinataire aime bien l'horreur, la BD ou le manga. Donc c'est une bonne idée. Et moi qui suis assez peu un lecteur de manga, j'avoue que ces adaptations de Gutanabe sont vraiment très très jolies, à l'inverse de Genji Ito qui m'emballe beaucoup moins. Mais là... Ce Gutanabe, enfin c'est ce que fait Gutanabe avec Lovecraft, c'est vraiment très très joli.
Et puis bon, on ne saurait vous conseiller de parler à vos libraires pour avoir des conseils parce que ils savent un peu beaucoup de choses, voire trop. Généralement, tu vas pouvoir faire tes stories ou avec les 30 000 questions que tu reçois en une seule journée. Mais vous vous tromperez rarement si vous tombez sur un libraire passionné. Il vous orientera toujours sur quelque chose de bien. Exactement. Encore une idée cadeau si on a le temps. C'est la réédition du Peter Pan de Loisel en intégrale. À ne pas offrir aux enfants. Non, pas aux enfants. C'est pas parce que c'est Peter Pan que c'est pour les enfants. Non. On est sur le Peter Pan d'origine. Il y avait une intégrale qui vraiment que je trouvais superbe et qui est tombée en rupture. Et Vent d'Ouest, Glénat, du coup, a la bonne idée de le ressortir en intégrale. C'est là aussi un très très beau cadeau. Une très belle œuvre dans la bande dessinée, mais vraiment, comme tu dis, pour les adultes, oui, c'est assez bizarre. Moi, c'est une lecture que j'ai trouvée perturbante. Ça m'a un peu refroidi sur le Loisel, d'ailleurs. Mais ouais. Allez, une petite dernière idée cadeau avec des jouets, parce qu'on n'en a pas trop parlé. On n'a pas fait de figurines, on n'a pas fait de Lego, donc je vais partir sur des Lego. Et sur 2 kits qui sont sortis récemment pour Noël, avec un petit lien avec la BD, parce que c'est des films qui ont été adaptés, ou en tout cas qui ont été très inspirants par rapport à la BD. Le premier, c'est la machine à remonter le temps de Retour vers le futur, qui sort enfin en Lego, après avoir été en Playmobil il y a quelques années, mais c'est moche. Donc là, c'est plutôt chouette. 360 pièces pour les plus de 9 ans, 2 figurines dedans, et 28 €, donc c'est super abordable. Ça permet de se faire plaisir. Et par contre, en beaucoup plus cher. Attends, c'est de Retour vers le futur. Retour vers le futur, tout à fait. La voiture. La machine. Ouais, la DeLorean. Mais elle existait déjà en Lego. Elle existait en Playmobil, mais en fait en Lego sur des kits. Lego Technics. Oui, c'était pas dans l'édition. Voilà, moi je connais le coffret. Voilà, là c'est vraiment les minifigs quoi. Pour le coup, voilà la version petite. C'est des Lego classiques. Ok. Et il y en a un autre qui est sorti beaucoup plus cher, qui est issu de mon film préféré des années 80 de Richard Donner, Les Goonies, avec le bateau des Goonies, avec toute une scénographie, 300 balles, 12 figurines, 2900 pièces pour les plus de 18 ans. Et donc selon les endroits, elle est déjà en rupture en précommande. Ça va vite. Ouais. Alors ça moi, c'est un truc. C'est purement le film de nos générations. Des 80, quarantenaires, début quinquas, et ceux qui ont le plus les moyens. Donc forcément, oui. Même la DeLorean à 200 €, à chaque fois je passe devant, mais je la prendrai jamais. Enfin, bien sûr. 200 € pour la garder. Pour ça, là, 30 balles. Moi, c'est le Hulkbuster. C'est le Hulkbuster qui en Lego technique qui me fait de l'œil systématiquement, plus encore que les Star Wars, que je trouve qu'on a un peu tous. On a tous voulu les avoir. Mais le Hulkbuster. Mais c'est toute la figurine ? Ouais. Ok. Tout en entier. Ok, je pense qu'on vous a donné pas mal le Père Noël, il a d'informations. La haute qui est pleine. Voilà, de toute façon, vous pourrez réécouter ça tranquillement sur nos podcasts, sur les différentes plateformes, sur radio-active.net. Vous allez dans la grille au samedi et vous trouvez tous les podcasts sur notre page. Et maintenant, on va se faire un petit jingle avant de finir en beauté. Oui, comme d'habitude. Par le quiz de Noël de Brother Santa Rémi. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Allez, un petit quiz Noël. Alors, c'est un petit quiz habillé en Père Noël. Moi, mais aussi les réponses. Dans quelle ville du Texas Spider-Man affronte le caïd qui a remplacé le Père Noël lors d'une fête caritative ? Austin. Dallas. Nous avons Dallas ici. Dans quel arc très connu de Daredevil, Turk poignarde Daredevil déguisé en Père Noël ? Un arc très connu. Reborn, comment il s'appelle ? Oui, c'est pas Reborn ? Born Again. Born Again. Allez, Born Again, je te le donne. Pas loin. Dans son trouble de la personnalité, la mutante Outlaw devient Santa Claus, une folle habillée en Mère Noël. Avec qui a-t-elle des relations intimes ? Si c'est barré, un personnage de Marvel barré. Deadpool, tout simplement. C'est vrai, oui. Tout simplement. Quel X-Men velu déguisé en Père Noël, le fauve permet à Rachel Summers de rencontrer ses grands-parents pour la première fois. Il a même pas attendu que je finisse la question. Quel Transformers se déguise en Père Noël pour éprouver la magie Prime. Optimus Prime. Très bien. Des questions faciles. Quel personnage au pluriel gris de Marvel s'affronte dans un centre commercial déguisé en Père Noël ? Il me faut les deux là. Gris. Par contre. Gris. Le Hulk gris ? Ouais.
Et du coup, il manque le deuxième. Et Punisher. Gris. Le bouffon gris. Iceman. Non. Qui c'est qui affronte Spider-Man. Le Rhino. Le Rhino. Allez, un point chacun. Dans Christmas with the Superheroes numéro 2, quel super-héros qui fonctionne bien en duo organise une distribution de cadeaux de Noël? Spider-Man. Non. Ah, c'est quoi? C'est des super-héros des fois on met en duo qui marchent bien, qui même s'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Wolverine. Non, DC, on est chez DC. Allez. En duo ouais, un rouge et un vert. Flash et Green Lantern. Et Green Lantern. Toi, tu m'as grillé. Tu m'as grillé Green Lantern. En 1995, quel personnage iconique de McFarlane et Capullo est pris par erreur pour le Père Noël? Spawn, très bien. Très bien. Oui. En 2007, dans Yes, Tyrone, There is a Santa Claus, quel personnage DC Comics iconique assure la tournée du Père Noël? Superman, très bien. Batman serait mal passé quand même, je crois. Ouais, ça aurait été drôle. Dans le Noël de Lobo, quel personnage fantastique et folklorique engage le Lobo donc pour tuer le Père Noël? Putain, je l'ai vu. Le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques. C'est ça, c'est le lapin de Pâques. Incroyable. Sur la couverture du récit complet Batman Conte de Noël, qui a emprisonné le Chevalier Noir dans la glace? Sur la couverture. Ouais. Ah, sur la couverture. Oh, dans la glace. Joker. Non, dans la glace. Freeze. Mr. Freeze, bah oui, très bien. J'arrive pas à m'y faire à chaque fois. Dans la glace. Quelle ville des États-Unis débute l'histoire de The Deviant? New York. Non, Milwaukee. Eh oui, James Tynion Force, c'est tout le temps dans ce coin-là. Ouais. Oh là là, incroyable. Sur la couverture de la BD Un festin de Noël, que mange Garfield assis sur un fauteuil? Des lasagnes? Non, dommage. Une dinde? Qu'est-ce qu'on mange à Noël en général? De la dinde au marron. Qui ont été faits par la grand-mère. Des petits gâteaux, des cookies. Des cookies, oui, très bien. De quelle couleur sont les Pères Noël chez le petit vampire de Johann Sfar? Vert. Ils sont verts. Bien joué sans hésiter. Et on termine avec dans Embûche de Noël, qui tient la boule à neige dans laquelle sont enfermés les Simpsons. Flanders. Non. Burns. Marge. Non. Bah si. Petit qui en boucanne tout le temps. Le comic book guy. Non. Ah non, celui qui fait haha. Tout simplement. Nelson. Non. Bart. C'est Bart. Ah, c'est Bart. Bah oui, on est allé chercher Bart. loin. Mais... non. Et c'est Jérémy qui gagne ce quiz de Noël. Bravo à toi. Ouais, bah écoute. Merci, Brother Santa. T'auras un gros cadeau. Voilà. Quand tu viennes le chercher. Et une pommade pour la moustache. Un soin moustache. C'est pour ça qu'il a fait la moustache. Il a pas eu Green Lantern. Punaise, c'est beau. C'est beau, bravo Loïc. La passe D. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. On vous remercie. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Oui. Offrez de la lecture. Encore une émission qui tombera pendant les fêtes, je crois. Entre les fêtes. Ouais, voilà, entre les fêtes. C'est pas une contrepétrie, mais elle est pas passée loin, celle-là. Je vous l'ai dit pour les réseaux, vous pouvez nous retrouver les podcasts, le site de la radio. Encore une fois, si vous voulez défiscaliser, n'oubliez pas que la radio vous permet de faire des dons qui sont remboursés à 66% et qu'on en a bien besoin avec ce nouveau budget qui arrive. Oui, c'est malheureusement. un petit cadeau de Noël pour la radio. Ouais, voilà. Ça aussi. Si vous voulez qu'on puisse continuer, parce que ça va être difficile. On compte sur vous. Merci à tous. Merci. Encore Joyeux bonne fin Noël. de week-end et de bonnes fêtes. Au revoir.